Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herveau. Notre rencontre, c'est une conversation avec notre invité en direct jusqu'à 13h30. Ce midi, il est écrivain. Son nom, le monde entier l'a découvert il y a 12 ans environ à la publication de son premier roman francophone le plus vendu de la dernière décennie et qui a été traduit dans près et plus même de 40 langues, La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Depuis, il a poursuivi sa carrière de romancier, terminé sa trilogie américaine, imaginé d'autres enquêtes et résolu des énigmes en Suisse. Premier pas avant de nous emmener dans une ville qu'il connaît très bien, là où il est né et là où il vit toujours aujourd'hui, Genève. Joël Dicker, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans les Midis de Culture. Merci, très heureux d'être là. Mais nous aussi, on est heureux de vous accueillir. 7e roman donc, qui vient de sortir aux éditions que vous avez fondées. On y reviendra, Rosie N. Wolf. Son titre, Un animal sauvage. Un titre qui paraît, c'est peut-être paradoxal, un peu plus mystérieux que les titres précédents, qui en dit en tout cas moins sur l'intrigue. C'est la première réflexion que je me suis faite. Auparavant, il y avait eu l'affaire, la disparition, l'énigme, la vérité. Pourquoi un titre tel que celui-là, Un animal sauvage ? Il faut changer, il faut se réinventer, mais surtout, le titre est quelque chose en tout cas, est une construction du roman, parce qu'il fait partie du livre, qui est probablement la partie la plus difficile. Parce que vous devez, en quelques mots, donner envie à un lecteur qui ne vous connaît peut-être pas, qui voit votre livre parmi des centaines d'autres livres sur les étals d'une librairie. Il faut qu'il prenne ce livre et qu'il choisisse votre livre plutôt que l'autre. Donc il faut que ça attire l'œil quand même, que le titre indique quelque chose. Il y a votre nom quand même. Il y a le nom, mais le titre, c'est important. Et puis, il faut que votre titre dise quelque chose du livre, de ces 400 pages de livre. Et puis, il faut qu'il raconte quelque chose de l'histoire une fois que le lecteur a lu. Donc, quand on choisit un titre, on ne peut pas tant se poser la question de savoir s'il faut une cohérence avec les autres, mais il faut surtout arriver à répondre à ces différents critères. Est-ce que c'est aussi parce qu'aujourd'hui, vous connaissez peut-être un peu mieux vos lecteurs, les 20 millions de lecteurs, vous les connaissez mieux, donc vous êtes un peu moins pédago, en quelque sorte, avec eux. Je mets un titre un peu plus sous-entendu, en quelque sorte. Je les connais. Vous savez, c'est ce qui est génial, c'est qu'il y a un lien qui se crée et qui est quelque chose qui me frappe et qui me plaît et qui me touche tellement. Ces lecteurs dans le monde entier, dans des langues que je ne parle pas, que je retrouve, avec lesquelles je peux m'exprimer parfois dans une langue commune, parfois par des mimiques. Mais il y a ces retrouvailles avec ces gens, ce lien qui se crée et qui me touche beaucoup. Mais il y a aussi la sensation que je les connais de moins en moins. Que je les connais de moins en moins, c'est-à-dire que ce lectorat grandit, c'est ce que je veux dire. Que je rencontre des gens, non seulement des lecteurs différents, mais aussi des types de lecteurs différents. Et ça, c'est ce qui me touche et ce qui me passionne, parce que je me rends compte à quel point aujourd'hui, en 2024, monde de technologie, de chat GPT et de je ne sais pas quoi, la lecture reste un ancrage moderne, actuel et très important dans le monde dans lequel on vit. Genève, quelle belle fille, tes jolis yeux sont le miroir de ton lac bleu. Genève, quelle belle fille, quand tu souris ton charme au loin partout fleurit. Genève, quelle belle fille, le cœur joyeux de toi nous sommes amoureux. On chante dans le monde les brunes et les blondes, on chante les couleurs et l'on chante les fleurs. La beauté, la tendresse, la grâce et les caresses, et celle qui séduit et celle-là qui l'en dit. Genève, quelle belle fille, tes jolis yeux sont le miroir de ton lac bleu. Genève, quelle belle fille, quand tu souris ton charme au loin partout fleurit. Jean, Jacques et Jo. Genève, quelle belle fille, quelle belle ville, quelle belle fille surtout. Joël Dicker, c'est une chanson qui nous a fait penser à votre roman. Alors bon, d'abord parce que ça se passe à Genève, ça, vous l'avez bien compris, je l'ai dit, et ça paraît assez évident. L'intrigue débute le 2 juillet 2022 et ça commence donc par un braquage, cette première page avec les faits, première page qui nous plonge dans cette action, 7 minutes pour ce larcin dans une bijouterie. Et puis, immédiatement, Joël Dicker, vous nous emmenez en arrière, 20 jours avant la date de ce braquage, et là on fait connaissance avec Sophie. Sophie mène une vie heureuse dans une banlieue cossue du lac Léman avec son mari Arpad, famille parfaite, on y reviendra bien sûr, d'où le Genève, quelle belle fille, car il y a effectivement aussi cet aspect-là. C'est une chanson qui nous a fait penser à ce personnage de Sophie, d'abord sur cette entrée en matière, nous attraper avec ce braquage, et puis ensuite nous emmener ailleurs. Oui, Genève, c'est une ville très particulière qui a un petit côté sauvage. J'avais envie de raconter Genève dans ce livre aussi. Elle a un côté sauvage parce que elle est difficile à percer, difficile à connaître.
Beaucoup de gens s'y installent pour quelques années parce qu'il y a des organisations internationales. Beaucoup de grandes entreprises internationales ont leurs quartiers généraux européens à Genève. Donc il y a un va-et-vient. Une ville internationale. Une ville internationale, mais ça a une conséquence, c'est que les gens bougent beaucoup. Vos voisins, souvent, restent 4-5 ans et déménagent. Vos copains d'école pour les enfants aussi. Et ça crée parfois une atmosphère à la fois charmante, à la fois bouillonnante, mais en même temps, comme c'est une petite ville, un peu étrange. On a de la peine à l'apprivoiser au début pour ceux qui s'y installent. Et Genève, cet animal sauvage, il y a beaucoup évidemment de sens à ce site-là, mais Genève en est un aussi. Alors on a donc, on fait connaissance très rapidement après ces premières pages, ces premières lignes, cette première page et ces premières lignes sur ce braquage avec ces deux familles qui vont nous emmener tout au long de cette intrigue, deux couples qui se font face dans cette banlieue cossue et en même temps dans un quartier où on a envie qu'il y ait justement cette mixité sociale aussi, et tout se joue entre ces deux couples. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces deux couples ? Ce sont deux couples qui se ressemblent beaucoup au fond. Ça se passe dans un quartier de Genève qui s'appelle Colonie, qui est un quartier huppé, qui est à quelques kilomètres du centre-ville. La particularité de la Suisse, c'est que les centres urbains sont très petits et que vous passez en 15 minutes de route, vous passez de l'hypercentre urbain, très urbain, à la campagne, aux vaches, aux prés, à ce calme extraordinaire. Ça, c'est ce qui fait une des grandes qualités de vie de la Suisse, c'est cette proximité-là. Et ces deux couples vont se retrouver là. Ils vont donc vivre, parce que comme tout le monde à Genève, on habite dans la banlieue, mais on travaille dans le centre-ville. Et ces couples ont une vie qui est très similaire. Ils ont les deux une vie au centre-ville et une vie dans cette banlieue. Ils habitent à quelques centaines de mètres de là. Ils sont au fond assez similaires aussi parce qu'ils ont un statut social élevé les deux. Dans le roman, on a l'impression qu'il y a un riche et un pauvre. Mais quand on s'arrête et qu'on regarde, ils sont les deux propriétaires d'une maison. Ils ont les deux un bout de jardin. Alors, une maison est plus grande que l'autre. Un jardin est plus grand que l'autre. Un des deux couples brille plus, a l'air plus heureux, plus épanoui. Et ce que racontent ces deux couples, c'est vraiment cette idée qui me semble très prégnante maintenant, que quelqu'un est toujours plus heureux que nous. Quelqu'un juste à côté a toujours plus que nous. Et ça, on le voit sur les réseaux sociaux, beaucoup. On est toujours en train de se regarder les uns les autres, se dire, mais tiens, lui, regarde ce qu'il fait. Tiens, lui, regarde ce qu'il a. Et on est tellement occupé à regarder les autres et à se demander ce qu'ils ont de plus que nous, qu'on oublie de regarder ce qu'on a nous. Et le problème de ça, c'est qu'on oublie de se contenter. Et je trouve qu'on a un grand problème, et ce livre parle beaucoup de ça. Il y a un braquage qui est évidemment un peu le fil rouge, qui donne du rythme, etc. Mais au fond, ce livre, c'est l'histoire de 4 personnages, de 2 couples qui sont incapables de se contenter avec ce qu'ils ont. Et donc, du coup, effectivement, on est dans tout le jeu des apparences. Il y a ceux qui ont l'air parfaits, la vie parfaite, ce couple Sophie et Arpad, cette belle maison d'architecte avec des grandes verrières, les enfants qui sont sages, et la vie qui va bien en apparence. Et puis, il y a effectivement Greg et Karine, où là, c'est plus compliqué. Sexuellement, ça va pas très bien entre eux. Ils ont des problèmes d'organisation familiale. Les enfants hurlent, ne font pas leurs devoirs. Voilà. Là aussi, perfection, imperfection, et puis les apparences. Et les apparences. Alors, les apparences, elles sont doubles parce que il y a les apparences qui sont la première pensée, l'image qu'on veut donner aux autres. Donc, on fabrique une image qui n'est pas notre réalité, qui n'est pas ce que nous sommes vraiment, parce qu'on a besoin de briller auprès des autres. Donc, on se montre plus heureux, que tout va bien, que notre couple est épanoui, que nos enfants sont formidables et se tiennent toujours très bien à table. Qu'on a des belles montres. Qu'on a des belles montres, qu'on a une belle vie, qu'on est heureux, qu'il n'y a jamais de pluie, que tout va bien. Ça, ce sont les premières apparences ou la première strate, si vous voulez. Et puis, il y a des apparences qui sont tout aussi importantes, c'est la projection qu'on fait sur les autres. Et c'est ce qui se passe au début de ce livre où on raconte, et vous le dites très bien, Arpad et Sophie, ce couple parfait, qui ont l'air plus heureux que les autres, avec des enfants mieux que les autres, etc. Mais c'est pas eux qui montrent ça, c'est Greg et Karine qui voient ça. Et ce qui est intéressant dans les apparences, quand elles sont une projection, c'est qu'elles ne racontent pas tant quelque chose de ceux qui sont l'objet de cette projection, ils racontent quelque chose de ceux qui projettent. Et donc ils racontent de Greg et Karine, qui les regardent et qui les voient comme un couple parfait, cette aspiration, cet espoir de se dire, mais nous aussi, on aimerait comme ça, être comme eux, et si ce couple parfait existe, peut-être que nous aussi, on pourrait l'être.
Alors, et puis, il y a évidemment un peu de mystère dans tout ça, au-delà du braquage, et on se demande durant de longues pages quel est le rapport entre ce braquage et puis ces deux couples. Eh bien, il y a ce mystère qui arrive tout doucement. Sophie, qui est donc épiée depuis la forêt par la vitre les vitres de sa belle maison. Il y a Greg aussi, qui est un peu trop fasciné par sa voisine. Et puis, il y a des personnages qui arrivent, qui sont là. On ne sait pas très bien ce qu'ils vont faire. Donc, il y a tout doucement ce mystère qui monte. C'est ça qui vous amuse aussi, distillé comme ça au compte-gouttes dans un paysage d'abord que vous nous présentez, ces notions de mystère qui arrivent. Oui, ce qui me plaît, c'est de ne pas savoir. Et le mystère qui me plaît beaucoup, c'est que c'est un mystère pour moi aussi. Et ce roman commence, et je l'écris exactement comme vous le lisez. Évidemment, après, je le reprends, je corrige. Il y a des corrections. Mais l'histoire se déroule telle que vous lisez ce livre. Ça commence par un braquage. Le 2 juillet 2022, deux braqueurs rentrent dans une bijouterie. Le braquage commence, ils enclenchent leur chronomètre, ils ont 7 minutes. Et là, on tourne la page et on est 20 jours plus tôt, dans le calme absolu d'un matin d'été, 6 heures du matin, dans une belle maison. Sophie boit son café à la fenêtre. Un homme l'observe, elle ne le sait pas. Et ça, je l'écris comme ça. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe maintenant ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, ça commence par Sophie qui boit son café. Et puis, au bout d'une demi-page, je me dis, bon, il faut qu'il se passe quelque chose. Et donc, je me dis, quelqu'un est là. Quelqu'un la voit et elle ne le voit pas. Mais après, il faut que je trouve qui est cette personne. Et donc, toute cette série de mystères que je sème au fil du livre, ce sont d'abord des mystères pour moi. Donc, au-delà de l'intrigue, au-delà du polar, de l'aspect enquête, qu'est-ce qui va se passer ? Il y a deux choses qui vous amusent, j'ai l'impression, Joël Dicker, c'est le temps. Jouer avec le temps. Vous chapitrez ainsi la date, l'heure, le lieu, qu'est-ce qui va se passer ? Et puis, les personnages. Oui, et les personnages, c'est peut-être ce qui vous amuse le plus aussi dans l'écriture, c'est-à-dire, voilà, Sophie, elle va avoir 40 ans, Sophie, elle est... je vais pas dire à la moitié de sa vie, mais presque. Elle va traverser une crise, la fameuse crise de la quarantaine qui nous attend tous et qui a attendu de nombreuses personnes. Et c'est ça c'est la recherche de soi en quelque sorte. Vous avez absolument raison. Ces deux points sont essentiels. Les personnages et la construction, le temps, la structure, le tempo, j'ai envie de dire. Et ce sont deux éléments qui ne vont pas du tout ensemble. Parce que le tempo, juste l'idée de dire on veut un tempo, on part du principe, en tout cas moi, qu'on veut quelque chose qui avance. On a envie de donner du rythme parce que je sais que le lecteur est très occupé, qu'il est occupé avec son téléphone, avec sa famille, avec son travail. Et donc j'essaye de le garder avec moi. Parce que j'aime raconter une histoire et j'aimerais qu'il reste. Et les personnages, qui est ce qui me plaît le plus. Pourquoi ? Parce que, en tant que lecteur, quand vous avez aimé les personnages d'un livre, la sensation, elle est plus forte que l'histoire elle-même. Elle est plus forte que de savoir ce qui s'est passé ou qui a tué qui. Vous avez vécu un moment d'amitié avec ces personnages-là. Le problème, c'est que de raconter des personnages, ça prend du temps. Donc, raconter les personnages ralentit beaucoup le récit, et donc vous devez trouver quelque chose qui vous permet de garder une cadence. Et j'ai trouvé que le braquage, dans lequel on enclenche un chronomètre et on vous dit attention, 7 minutes, pif, paf, pouf, ça conditionne déjà le lecteur à avoir envie de savoir ce qui se passe. Il y a un décompte donc de ce braquage, il y a le décompte aussi des jours avant ce braquage. Vous nous emmenez dans d'autres lieux aussi, du côté de Saint-Tropez. On reste aussi évidemment en Suisse. On l'a dit, redit, vous n'avez pas de plan quand vous écrivez vos romans. Et donc qu'est-ce qui vous mène comme ça ? C'est véritablement de faire évoluer chaque personnage, de les montrer aussi sans jugement, parce que là on a raconté l'opposition des deux couples, ceux qui paraissent plus riches, ceux qui paraissent plus modestes. Il y a la place de l'argent aussi, l'idée de créer une société avec de la mixité. Donc voilà, il y a beaucoup de strates différentes dans vos romans. Oui, dans un bon roman, tous les personnages ont raison. Ça veut dire que le lecteur ne prend pas parti, il écoute, il comprend. Et ça, pour moi, c'est un élément moteur. C'est ce qui me donne envie de raconter une histoire, c'est d'arriver dans un monde où pourtant on se construit, on se juge beaucoup, c'est presque inné, d'arriver à dire mais faisons un pas en arrière et mettons-nous en capacité d'écouter ces personnages. Ils vous dépassent d'ailleurs, ces personnages, ils prennent leur liberté parfois, ils font des choses que vous n'auriez jamais imaginées. Ils prennent une forme de place ou de liberté, ou en tout cas ils existent quand peu à peu je commence à penser à ces personnages quand je n'écris pas. Et c'est ce qui va déterminer les personnages du livre qui vont rester dans le roman et ceux qui vont être éliminés, exclus, ou licenciés ou exclus. C'est quand à un moment donné, je m'arrête évidemment pour faire autre chose, je rentre chez moi, j'ai un rendez-vous. Et tout d'un coup, pendant ce rendez-vous, alors que je fais quelque chose qui n'a aucun lien avec mon livre,
je pense à ce personnage. Mais de la même façon que lecteur, quand vous lisez un livre qui vous plaît beaucoup, vous êtes occupé à autre chose et vous dites « Ah, je me réjouis de savoir ce qui se passe et qu'est-ce qu'il advient de ce personnage-là ». Et donc, une fois que ces personnages ne vivent pas tout seuls, ne me surprennent pas, mais sont dans un coin de ma tête à tout moment, je sais que ce personnage marche. Et ceux dont je dois me rappeler qu'ils existent parce que je retourne à ma table et me dis « Ah oui, lui, machin, le pauvre, il est là », alors ça veut dire qu'il ne marche pas et qu'il faut que je l'enlève. Ce qui est amusant avec vos romans, je ne sais pas si c'est amusant, mais moi ça m'amuse en tout cas, et notamment avec celui-là, L'Animal sauvage, c'est difficile à résumer. Et en même temps, on ne sait jamais si on en dit trop, si on ne dit pas assez, si on peut en dire trop. J'ai discuté avec Zora Vignet qui prépare l'émission avec moi, qui me dit je vais te faire on va faire un résumé, et en même temps je dis non mais il y a un rebondissement toutes les 3 pages. De toute façon, c'est Joël Dicker, donc c'est pas possible. Voilà. Et pourtant, malgré ces rebondissements réguliers, il n'y a pas de retournement venu de nulle part. Vous le dites, il y a une forme d'honnêteté dans votre écriture, il y a tout, vous avez toutes les cartes en main, vous le voyez peut-être pas au début de l'histoire, mais à un moment donné, ça va se révéler. Oui, c'est très important aussi. D'abord, je crois qu'on ne peut pas résumer ce livre et les autres, parce que ce sont des tranches de vie. Je le dis de façon très humble, hein. C'est-à-dire que justement, nos vies, on ne peut pas les résumer, parce qu'elles sont faites de hauts et de bas, elles sont faites de rencontres, de déceptions, elles sont faites de moments qui sont tous aussi importants que les uns que les autres. Et ça, pour moi, c'est très important de me dire, tout ce qui est dans le livre doit être quelque chose qui vaut la peine. Et puis, il y a aussi un élément qui est très important. C'est quand le lecteur lit, et ça, je parle en tant que lecteur aussi, j'ai envie d'être à jeu égal avec l'auteur. Et j'ai envie que, quand il y a des découvertes et quand il y a des surprises, j'ai envie d'avoir pu anticiper cette surprise parce que tout était sous mes yeux, mais l'auteur a gagné parce que j'aurais pu le savoir et je ne l'ai pas vu. Et un bon page-turner, ce gros mot qu'on utilise pour parler des livres dont on a envie de tourner les pages, c'est un livre dont on a envie de tourner les pages pour savoir ce qui se passe, mais qu'une fois qu'on a compris ce qui se passe, on tourne les pages de l'autre sens en se disant « Comment ? Mais non ! Ah, il m'a eu !» Et ça, c'est un grand plaisir pour moi. Vous avez dit, Joël Dicker, page-turner, ces livres dont on tourne les pages rapidement avec un petit sourire. Ça veut dire que c'est quoi ? C'est une critique pour vous ? C'est une mauvaise étiquette qu'on vous colle ? Ou alors vous assumez ce côté ? Du tout. Non, c'est simplement de dire c'est étonnant parce que le qualificatif de page-turner, qui au fond est la vocation du livre, de le lire, d'être lu, d'avoir du plaisir, la littérature, pardon, ce sont les feuilletons, c'est Joseph Conrad, c'est Dumas, c'est ça qui a amené les gens au roman, c'est ça qui met des gens ensemble. Et moi, je vois ces lecteurs qui viennent me voir, qui sont des gens qui lisent un livre par jour ou un livre par an, qui sont des gens qui sont de gauche, de droite, du milieu, du haut, du bas, qui sont différents en tout, qui n'ont pas vocation à se retrouver, qui n'ont vocation que à la différence et à ne pas s'entendre, et qui s'entendent autour du plaisir de lecture. C'est important, c'est tellement important. Les rapports avec le public sont très stimulants, mais aussi très dangereux. Dangereux, je veux dire, très déroutants. Il y a des malentendus innombrables. Vous avez des gens qui vous écrivent pour de mauvaises raisons, si je puis dire. Vous êtes parfois irrité et surpris par la façon dont vous n'avez pas été compris ou approuvé pour des raisons qui sont entièrement contraires à ce que vous avez voulu dire. La première règle, à mon avis, dans les rapports avec le public, c'est de l'exclure complètement de sa tête quand on écrit. Je ne sais pas pour qui j'écris quand j'écris, je ne sais pas où le livre va tomber. Le livre, tout roman publié, tout livre publié est une rencontre. Le livre trouve son public, on ne le trouve pas. Il y a une rencontre à un lecteur ou il n'y a pas. Et le public, il ne vous suit pas toujours, le vrai public. Et c'est lui qui vous suit d'œuvre en œuvre. Dans mon expérience, ça n'existe presque pas. Le public qui écrit à la suite d'une identification personnelle avec un livre n'est pas le bon, si vous m'excusez de vous le dire, parce qu'il ne vous suivra pas dans les évolutions de votre création et de votre imagination. Nous étions le 19 juin 1969 grâce à cette archive de Romain Gary dans Entretien. Avec Joël Dicker, avant de nous parler de ce que représente Romain Gary et son œuvre pour vous, d'abord sur ce qu'il dit, ce rapport stimulant et dangereux avec le public, est-ce que ça résonne, vous, avec votre expérience ? Ça résonne beaucoup, mais ça raconte aussi que l'écrivain est double. Il y a l'écrivain, je vais parler de moi, l'écrivain que je suis en ce moment avec vous, qui vous parle à la radio, qui est un écrivain, un homme en représentation, puisque je viens parler de mon livre, je viens parler de mon travail, mais en réalité, je suis complètement détaché de mon travail, puisque ce livre a été terminé il y a maintenant 8 ou 9 mois. Donc c'est de l'histoire ancienne.
L'écrivain, celui que vous ne connaissez pas, qui est celui qui écrit, il est à sa table tout seul, dans un nouveau projet. Et il y a le moi dans mon projet, plein de doutes, qui n'arrive pas du tout, ou qui occulte complètement le succès de ce livre. Je suis très heureux et très touché du grand succès d'un animal sauvage, mais ce succès, au fond, il valide quelque chose du passé. Donc, il valide un travail passé. Et maintenant, je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Donc, ce public, et Gary le dit très très bien, hein, ce public, il n'existe pas vraiment, parce que quand on écrit, on est dans quelque chose qui est tellement plein de doutes, tellement pas clair, qu'on ne peut pas se rassurer en pensant à ceux qui nous liront. On ne peut penser que à ce qui ne fonctionne pas. Donc quand il dit, quand on écrit, il faut l'oublier, ce public, il faut l'exclure, ça c'est la partie de l'écrivain qui écrit. Et en même temps, là, aujourd'hui, vous êtes dans la partie de l'écrivain qui va à la rencontre de son public. Oui, mais ce sont deux étapes très très différentes. Quand je vais rencontrer le public, quand je vais en librairie signer, c'est un moment d'humanité, j'ai envie de dire. Je le dis sans terme pompeux, mais c'est-à-dire que c'est une vraie rencontre d'égal à égal, parce qu'on a partagé ce moment. Moi, j'ai écrit ce livre, eux l'ont lu, et le livre, il existe parce qu'on a chacun de nous a fait un petit bout de travail. Et justement, qu'est-ce que vous attendez de ce public, de ces lecteurs et de ces lectrices, qu'ils vous disent le livre que vous avez écrit, ou justement le livre qu'ils ont lu, parce que c'est pas pareil souvent. J'ai envie de savoir ce qu'ils ont lu, et souvent les lecteurs me demandent validation, parce que je décris très 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 peu. Je raconte pas de mes personnages, qui est grand, petit, blond, brun ou pas ou autre. Je raconte très peu, et c'est au lecteur d'imaginer. Et souvent les lecteurs viennent me dire, mais alors un tel, il est comme ça, et un tel, c'est comme si. Et je leur réponds toujours, mais si vous l'imaginez comme ça, c'est qu'il est comme ça. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour moi, c'est de pas entraver cette liberté qui est la leur. Mais d'ailleurs, quand vous venez, vous, dans une émission, ou alors dans des rencontres de librairie, on vous demande souvent, expliquez-nous quel est ce personnage, pourquoi il fait ça, donnez-nous voilà, d'où ça vous vient, cette inspiration. Vous savez répondre à cette question? Très difficilement. La question de l'inspiration, moi, je la résume souvent comme l'expérience du Mentos dans une bouteille de Coca. Si vous avez déjà fait ça. Faut nous expliquer. Alors. Voilà. Alors, ceux qui ne l'ont pas fait, vous pouvez le faire chez vous. Vous prenez une bouteille de Coca. C'est dangereux, attention. Enfin, ça va faire une éruption de Coca. Vous prenez une bouteille de Coca, vous mettez un Mentos dedans et ça va provoquer une réaction chimique. Enfin, c'est le principe de n'importe quelle réaction chimique où deux corps, deux matières ensemble vont en produire une troisième, vont avoir un effet ensemble. Et l'inspiration, c'est ça. Vous avez dans votre tête, disons, la bouteille de Coca, c'est-à-dire un magma de tout ce que vous connaissez, tout ce que vous savez, tout ce que vous avez vu, lu, vos expériences personnelles, le cours de votre vie, absolument tout qui est rangé quelque part. Ce que vous avez aimé, les livres que vous avez aimés, ce que vous n'avez pas aimé aussi. Et puis, tout d'un coup, ça c'est le Mentos, à un moment donné, une discussion, une rencontre, quelque chose que vous voyez, quelque chose se passe, et ça va rentrer en collision avec ce que vous avez dans votre tête, et ça va créer une idée. Mais c'est impossible de dire... Et c'est impossible de dire ça m'a inspiré ou ça ne m'a pas inspiré, parce que tout ce que vous avez lu, vu, fait, c'est quelque part en vous. Et Romain Gary, alors, par exemple, vous avez tout Romain Gary dans votre bibliothèque, vous avez tout lu, ça vous inspire encore? Il y a des choses que vous lisez Romain Gary est forcément une inspiration dans ce que j'ai aimé de lui et aussi dans ce que j'ai pas aimé de lui. Gary ou un autre. Hein. Et vous savez, souvent, ce qu'on n'aime pas est beaucoup plus éloquent que ce qu'on aime. On a beaucoup plus de capacité à comprendre ce qu'on n'aime pas que comprendre ce qu'on aime. C'est comme un succès, c'est pareil. Hein. Le succès, à quoi ça tient, on ne peut pas le définir. Un échec, on peut le définir clairement. Et je trouve que l'inspiration, elle se cherche beaucoup plus dans la construction de ce qu'on n'a pas aimé et de ce qu'on ne veut pas reproduire que ce qu'on a aimé qui reste quelque chose de très abstrait au fond. Ça peut être aussi des émotions dans les deux cas. Et ça, on aime bien retrouver une émotion plaisante ou alors se dire ça m'a provoqué une émotion plutôt négative. Pourquoi? Ça nous interroge. Oui, mais les émotions, elles sont parfois très compliquées à analyser. Pourquoi est-ce que tel livre de Gary, pourquoi est-ce que tel passage de lui ou d'un autre, je le cite puisqu'on parle de lui maintenant, pourquoi est-ce que ça déclenche ça à ce moment? Surtout que les émotions, elles ont de particulier qu'elles vous appartiennent à un moment précis de votre vie et que l'expérience d'une lecture d'un auteur à 15 ans ou à 20 ans ou à 40 ans ou à 60 ans n'est évidemment pas la même.
Vous dites, Joël Dicker, tout à l'heure, vous m'avez dit j'aime garder le lecteur avec moi, c'est pour ça que j'écris de cette façon-là. Quel est ce rapport à la lecture? Elle a rythmé votre enfance, votre adolescence. Alors j'ai lu que les premiers émois littéraires, parce que c'est comme ça qu'on vous présente, Helena Malter avec Dernier loup d'Irlande, L'arme à l'œil de Ken Follett, où vous leviez le soir à la lumière de la lampe torche pour continuer à lire, ou alors c'était le précédent. Il y a ce rapport véritablement où j'ouvre une première page, je lis cette première page, et tant que j'ai pas lu la dernière, je m'arrête pas. Oui, un rapport où le livre, pour moi, les livres que j'ai aimés ou ce qui m'a donné envie de devenir un écrivain, ce sont les livres qui m'ont arraché à ma réalité, qui m'ont arraché à ma vie, qui m'ont donné cette impression de plus être dans le bus, ou de plus être chez moi, ou de plus être dans un avion, ou je ne sais pas où, d'être dans le roman, d'être créateur aussi, d'avoir l'impression de participer pleinement à l'aventure, d'avoir l'impression que cette vie, on l'a vécue, que ces personnages, on les a connus, qu'ils ont été des amis, qu'ils ont été des proches. Et cette sensation, elle est très forte. Elle est plus forte que le cinéma, elle est plus forte que la série télé, parce que vous avez créé. Et c'est en ça que... Et quand je dis que je pense à mon lecteur ou que j'essaye de garder le lecteur avec moi, c'est parce que j'aimerais, c'est pas par rapport à mon livre, c'est parce que je sais qu'aujourd'hui, tous les acteurs du livre, nous avons un défi, c'est lire et faire lire, c'est amener les gens à la lecture. Et moi, je pense que on doit les mettre un peu en condition. Quand vous allez au théâtre, quand vous allez voir un film, quand vous êtes spectateur dans une salle, on vous met aussi en condition, puisque vous vous asseyez, il y a de la lumière, et puis tout d'un coup, il va y avoir une sonnerie, on va vous dire « Attention, mesdames et messieurs, éteignez votre téléphone portable », et puis ensuite, la lumière va s'éteindre, et puis ensuite, peut-être les rideaux vont s'ouvrir. Donc, il y a différentes étapes qui font que vous, spectateurs qui arrivez, qui parlez peut-être à votre voisin, qui n'êtes pas encore en condition, qui pensez aux événements de la journée, qui n'êtes pas dedans, tout d'un coup, on vous met en condition pour que vous vous concentriez et que vous permettiez de profiter au maximum du spectacle. Eh bien, un livre, c'est exactement pareil. Et donc, c'est cette expérience vécue jeune avec certains livres que vous voulez aujourd'hui aussi transmettre avec avec les romans que vous écrivez. Oui, parce que je suis convaincu que tout le monde aime lire, mais que tout le monde ne le sait pas encore. Et c'est quelque chose qui me frappe beaucoup, c'est que dès qu'on arrive à mettre le bon livre entre les mains de quelqu'un et qu'on arrive à le convaincre que la lecture, elle s'attrape comme ça. Lire, c'est dans les moments de vide, c'est dans les moments où on s'ennuie. Lire, c'est avoir un livre avec soi, dans sa poche, dans son sac, dans le bus, en attendant quelque part, quelques minutes par-ci, par-là. On a l'impression, et beaucoup de gens qui ne lisent pas encore disent souvent « j'ai pas le temps », ou disent souvent « mais oui, mais lire », mais alors, on a l'impression qu'il faut s'installer pendant 3 heures dans un fauteuil et lire quelque chose qui nous tombe des mains. Mais lire, ça commence par trouver déjà une lecture qui est adéquate, qui nous parle à nous. Joël Dicker, j'ai l'impression que vous n'aimez pas trop les écrans et le téléphone portable. Vous l'avez cité plusieurs fois depuis le début de cette émission. Je parle en connaissance de cause, je ne suis pas juge ici, au contraire, je suis complètement obsédé par mon téléphone et par les écrans aussi, parce qu'on vit dans un monde obsédé par les écrans. Je ne pourrais pas vivre sans mon téléphone une journée, je regarde beaucoup trop mon téléphone, mais c'est justement parce qu'on s'en rend tous compte, qu'on se dit il faut lutter et il faut arriver à sortir un peu de ça. En tout cas, je voulais vous parler de cet essai qui est d'ailleurs publié par vos éditions, Rosie and Wolf, de Marianne Wolf. C'est pas du tout la dame, mais elle s'appelle comme ça. Qui s'appelle Lecteur, reste avec nous. Un manifeste pour la lecture dans une société où effectivement il y a de plus en plus d'écrans, de choses qui viennent nous happer notre attention et qui ne développent pas notre imagination. Marianne Wolf, absolument, c'est une femme extraordinaire. Elle est professeure à UCLA, elle est spécialiste en neurosciences. Et ce livre-là est un livre fascinant parce que justement, c'est pas un cri d'alarme comme on a pu voir, on entend que c'est la fin, que les écrans c'est la mort. Elle dit pas du tout. Elle dit, les écrans c'est formidable, mais la lecture c'est primordial. Et il faut construire une société dans laquelle les enfants deviennent bilingues, un peu comme des enfants qui ont un papa qui parle une langue, une maman qui parle l'autre langue, ils maîtrisent les 2 langues. Et ben les enfants devraient être bilingues en informatique, en écran, qui sont des choses extraordinaires, qui sont des puits de science qui peuvent nous permettre de développer aussi beaucoup de connaissances, et bilingues aussi en lecture profonde, c'est-à-dire la lecture sur papier. Parce que, je vais vous le résumer en 1 minute, je pourrais passer 1 heure sur ça, la lecture, qu'est-ce qu'elle dit? La lecture, elle construit notre cerveau, elle nous permet de développer des capacités à l'empathie, à la compréhension de l'autre, comprendre des enjeux, comprendre les enjeux d'un vote, arriver à évoluer dans la société aujourd'hui. C'est la lecture qui nous façonne le cerveau
pour pouvoir le faire. Et donc les gens, et surtout les jeunes qui lisent ou qui sont poussés à lire, ont beaucoup plus de chances de se construire une vie et de se construire quelque chose de solide pour eux que ceux qui n'ont pas accès. Et donc au fond, c'est une grande injustice. Le fait que des enfants, pour certains, soient encouragés par les parents, par l'école, le milieu duquel ils viennent, la qualité de l'école à laquelle ils vont, soient poussés à lire et d'autres pas, c'est une grande injustice, mais une grande injustice contre laquelle on peut lutter relativement facilement. Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau. Alors, l'aventure de la Gazette des animaux a commencé il y a 5 ans, en 1995, quand j'ai voulu créer en fait, avec une dizaine de copains, un petit magazine qui parlerait de la nature et des animaux. On a commencé par des photocopies simples de pages A4. Maintenant, c'est des petites brochures. Et donc voilà, l'aventure du journal. Mes passions, c'est la nature et la musique. À travers la musique, on peut exprimer ses sentiments. J'aimerais pouvoir continuer ce journal aussi longtemps que possible, donc pouvoir montrer les différents aspects de la nature aux gens. Et plus tard, je serai sûrement dans un métier de la nature. Vous vous souvenez de cette interview, Joël Dicker? Je me souviens plus ou moins. Le 27 février 2001 sur la RTS dans l'émission Entrée sans sonner. Vous avez 15 ans à l'époque et vous tenez donc une gazette, la Gazette des animaux, que vous avez créée quelques années plus tôt, à 10 ans, parce que déjà à l'âge de 10 ans, vous avez été sacré plus jeune rédacteur en chef de Suisse par la Tribune. Voilà, cette volonté d'écrire, de transmettre, de mettre des choses en avant, ça vous est venu très très tôt. Ça m'est venu tôt. La Gazette des animaux, c'était un journal sur la nature, sur les animaux, mais je crois, ou j'ai compris à force de le faire, que ce qui me plaisait beaucoup, c'est que j'écrivais ce journal pendant les week-ends chez mes parents, je les imprimais, je les envoyais par la poste, à l'époque encore, à des abonnés, il n'y avait pas de digital, rien. Je l'envoyais par la poste à des abonnés qui le recevaient quelques jours plus tard, qui m'écrivaient une lettre que je recevais quelques jours plus tard en me disant « Merci beaucoup Joël, j'ai lu ton article sur les ours ou les loups, je ne sais pas quoi, j'ai beaucoup aimé ». Et ce qui me plaisait, c'était de voir qu'un texte vivait en fait bien au-delà du moment de l'écriture, parce qu'il avait des répercussions ensuite, il créait quelque chose, il créait un dialogue, et que le texte était quelque chose de très vivant en fait. À 15 ans, donc, vous vous dites, je serai sûrement dans un métier de la nature. Pour le coup, pas vraiment, avec le recul. À 25 ans, vous aviez déjà écrit 5 romans. Et vous partez à la recherche des éditeurs. Ça, c'est le stade le plus peut-être difficile, le plus important aussi, qui va être une bascule dans votre carrière. Il y a beaucoup d'éditeurs qui refusent vos livres. Et puis, il y a cette rencontre avec Bernard de Fallois en 2012. Et lui, voilà, il décide de publier votre premier roman de jeunesse, Les derniers jours de nos pères, qui n'est pas le plus grand succès que vous ayez connu, Joël Dicker, je me permets de le dire de cette façon-là. Oui. Et puis il y a évidemment Harry Kéber qui arrive, ça c'est Bernard de Fallois qui vous pousse à le publier. Oui, Les derniers jours de nos pères, donc Bernard de Fallois à ce moment-là, qui me fait le plaisir de le faire paraître, qui a un succès très limité, voire inexistant, est pour moi une grande déception. Parce que je suis à ce moment-là, donc j'ai 26, 27 ans, et ce livre-là, je comptais vraiment sur ce livre pour me dire, voilà, peut-être c'est le début d'une carrière, quelque chose va se passer avec ce livre. Et je me rends compte de la réalité de la plupart des écrivains, c'est que les livres sont noyés sous la masse de livres, et que vous allez en librairie, vous cherchez votre propre livre, il n'y est pas. Et j'avais terminé à ce moment-là le manuscrit de La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Bernard de Fallois lit le texte, et il me dit... Et là, on est quelques semaines après la parution des derniers jours de nos pères. Les deux manuscrits se collisionnent un peu parce que du temps était passé. Et il me dit, Harry Kéber, c'est formidable, on va le faire paraître immédiatement. Et je lui dis, mais Bernard, vous êtes fou. On vient de faire paraître un livre ensemble, on en a vendu 300, donc ma grand-mère a dû en acheter 295. Non. Et il me dit, non, Joël, vous ne comprenez pas, ce n'est pas l'auteur ni l'éditeur qui décide de la parution d'un livre, c'est le livre qui décide tout seul. Voilà qui était Bernard de Fallois, l'homme à qui je dois tout. Qui a été donc votre éditeur aux origines, qui est ensuite décédé et qui et vous avez eu du mal à comment dire
à trouver un autre éditeur, en fait. C'est pour ça que vous fondez votre propre maison d'édition. C'était impossible. D'abord, après cette aventure incroyable des livres qu'on a fait paraître ensemble, du succès de Harry Kéber. Et l'aventure, c'est pas le succès en tant que tel, c'est arriver au succès. Bernard de Fallois, il a eu cette phrase à propos de Harry Kéber, il me disait, vous allez voir, ce livre, Joël, sera un grand succès. Je parle comme ça parce qu'il avait une voix, il avait un charisme extraordinaire. Il me disait, vous allez voir, ce livre, Joël, va avoir un immense succès. Et je dis, mais Bernard, comment vous pouvez être sûr que ce livre aura un succès? Il avait l'air tellement sûr. Et il me disait, Joël, le succès, qu'est-ce que c'est? C'est le plaisir qu'on a à mener un projet de bout en bout. Et c'était vrai. Et donc ces aventures de livres, ces succès de livres, avec lui, ont été non pas les réussites commerciales ou critiques, mais vraiment le plaisir que j'ai eu de le partager avec lui. Et à son décès, je ne me voyais pas aller ailleurs, où je me voyais uniquement rester aux éditions de Fallois, qui malheureusement c'était son choix, il avait laissé dans ses volontés que la maison ne lui survive pas. Les éditions de Fallois ont fermé, et à ce moment-là, je ne me voyais pas aller chez un autre éditeur, parce que j'aurais le sentiment de trahir Bernard, et donc j'ai décidé de créer ma propre maison d'édition, les éditions Rosier et Wolf, en hommage à Bernard, pour ne pas le trahir, et puis il y a ce petit côté très indépendant que je tiens de lui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous en avez marre qu'on vous parle d'Harry Kéber et de ce premier roman? Ah non, pas du tout. Non, parce que c'est vraiment c'est une aventure incroyable. C'est la rencontre avec ce public qui dure toujours. J'aime ça parce que ça me ramène justement à la fragilité du succès aussi. Il ne faut pas l'oublier. Rien n'est acquis. Ça me ramène aussi au fond au fait que je suis encore un jeune auteur. C'est pas tant une question d'âge, mais une question de ce que j'ai fait. C'est que ce livre-là, qui paraît n'est que mon 7e roman, il y a seulement 12 ans se sont écoulés depuis Harry Kéber, même pas, presque 12. Donc c'est relativement récent tout ça. Et j'aime qu'on en reparle et j'aime qu'on m'en parle parce que ça me ramène à cette simplicité, à cette fragilité. Et ça me rappelle, en tout cas moi, ça me fait prendre conscience que j'ai encore beaucoup plus à faire, beaucoup plus à prouver, beaucoup plus à écrire et à accomplir que ce que j'ai fait. Donc l'avenir est devant moi. Et Joël Dicker, vous repensez encore à Marcus Goldman de temps en temps? Avec affection et tendresse, le personnage mythique, le personnage, le personnage central de Harry Kéber et des 2 livres qui ont suivi. J'y pense avec beaucoup de tendresse parce que j'ai passé beaucoup de temps avec ce personnage-là. Est-ce qu'il reviendra un jour? Je ne sais pas. Je me pose pas tellement la question. Je laisserai venir cette intuition. En tout cas, votre 7e roman, il s'appelle Un animal sauvage, Joël Dicker. Il vient de paraître aux éditions donc Rosier & Wolf. Merci beaucoup d'être venu dans les Midis de Culture. On termine toujours cette émission en musique. Alors on a choisi 2 chansons en référence à 2 de vos passions. J'espère qu'on ne s'est pas trompé. La batterie, est-ce que vous en jouez toujours? Absolument. Et le chocolat. Alors vous le mangez, mais pas seulement? Je le mange pas seulement. J'ai repris avec des copains une vieille chocolaterie genevoise, qui est la chocolaterie du Rhône, qui date de 1875, qui était un patrimoine de Genève qui allait très mal. On essaye de la remettre un peu sur pattes. Et merci d'en parler. Batterie ou chocolat, alors, pour la musique de fin? Batterie. Batterie? Ah, oui. C'est parti. You know, every day, that's when the conga drums start to play. A boom boom and a drum drum. At first that sound seemed kinda dumb. Well, I was lonely back in 73. That's when the conga drums spoke to me. I was kinda poor, I didn't have much choice. It was just those drums and the human voice. Well, boom 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 and the drum drum. Ooh, I kinda like them conga drums floating all around on the bum. That's when I got used to conga drum. Yeah. That's right. Yeah.
Zeus Conga Drums de Jonathan Richman pour terminer cette émission. Merci beaucoup Joël Dicker d'être venu sur France Culture dans les Midis de Culture, émission préparée par Aïssa Toundoy, Anaïs Isbert, Cyril Marchand, Zora Vignier, Laura Dutèche-Pérez et Manon Delacelle. C'est Nicolas Berger qui réalise cette émission ce midi, à la prise de son Jérémy Hoffman. Merci à tous et à toutes. Bon week-end à lundi.